Bonjour Atikawa, on va parler de relations d'âme, de blessures, de liens entre dans les couples, dans les âmes, dans les blessures et dans la guérison des blessures. Et je suis avec Atikawa Tanka. Et donc, est-ce que tu peux te présenter en tant que chaman, mais en tant qu'être humain aussi, avec toutes tes facettes, du coup, avant de démarrer cette En tant que interview? fan, d'accord. Oui, c'est très délicat. C'est quand même assez délicat, de se définir par un mot ou un attribut, parce qu'évidemment qu'on est bien plus que en ce qui me concerne, chaman. Je suis avant tout effectivement un être humain, sur un parcours, terrestre. Ça, c'est quand même ce qui prime, avant la définition du chamanisme ou de la tribu chamane. Donc chaman, heu, chaman depuis, très longtemps, avant même de savoir que j'étais chamane. Heu, Chamane parce que, bah, déjà, quand j'étais plus jeune, quand j'avais quelque chose émotionnellement qui me tenait à cœur, soit de la tristesse, soit de la colère, soit quelque chose que je ne comprenais pas au niveau de l'univers, ou soit le besoin aussi de déjà qui était très présent chez moi de contribuer et d'aider les autres, j'allais dans la nature et la nature me parlait. La nature me consolait, la nature me donnait vraiment, des espaces d'enseignement que je ne trouvais pas ailleurs, juste en l'observant ou même en communiquant, c'est-à-dire, par exemple, eh bien, quand je me suis intéressée à plus particulièrement une forme de médecine par les plantes, très tôt, j'ai été, très attirée par ce type de médecine et les plantes me parlaient, en fait, me disaient leur pouvoir. Par exemple, je rencontrais, des plantes qui avaient telle couleur et à ce moment-là, elles me disaient: «Bah, tu vois, nous, les plantes, nous avons cette couleur-là, ça regarde bien les pétales, regarde bien l'environnement dans lequel nous poussons et nous sommes plutôt attribués à pouvoir soutenir l'être humain pour, par exemple, les affections du poumon ou pour les affections du foie. Donc je pouvais après vérifier, ce qu'elle me disait parce que, c'était, j'étais comme j'ai toujours eu un esprit un peu scientifique, donc il me fallait vérifier effectivement, en regardant dans les livres à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore, internet ou ChatGPT. Je pouvais vérifier qu'effectivement, ce que j'entendais était juste. Donc j'ai été chamane avant l'heure et après j'ai été initiée par plusieurs, traditions chamaniques, notamment la sibérienne et aussi l'amérindienne, et je suis allée explorer d'autres traditions toltèques, Amérique du Sud avec les médecines des plantes, mais je suis allée très, très peu sur ce chemin-là. J'ai fait juste quelques initiations pour justement ma connaissance, mais aussi parce que les plantes m'appelaient. C'était plus dans ce sens-là. Ces plantes-là, médecine m'ont appelée, mais je suis surtout, une chamane, qui utilise par exemple en transe le tambour. Voilà. Ce qui m'a interpellée beaucoup, Alors, je vais c'est finir très avec ça parce que intéressant que tu c'est parles de important. plantes et de l'aspect naturel, puisque c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ouais. Allô? Et donc du coup, moi, dans mon accompagnement, j'essaye aussi beaucoup de revenir à ce qui est, de l'ordre des lois naturelles, depuis qu'on a travaillé ensemble. Et je voudrais te parler aujourd'hui des blessures de l'âme et des schémas répétitifs amoureux. J'aimerais que tu puisses m'expliquer, avec ton angle et ton expérience, pourquoi on rejoue, toujours la même, histoire. Pourquoi, par exemple, on va avoir des gens qui sont toujours fuyants ou toujours collants ou ont des relations justement, comme on parlait avant, ambiguës. Et qu'est-ce qui se passe en fait en termes de mémoire émotionnelle ou énergétique ou autre dans ces schémas répétitifs amoureux qu'on retrouve beaucoup, et que je vois énormément chez Amour et Conscience? Ouais, je te remercie, de ta question. Elle est super importante. On peut la voir, à travers différents, plans. Toi, je crois que tu l'abordes beaucoup, d'une manière plus psychologique avec Jung, et cetera, donc tu as déjà une grande connaissance, de ce terrain-là aussi par ton expérience. Moi, effectivement, j'ai fait des expériences, dans la relation de couple avec, des souffrances assez, importantes et donc ça m'a permis d'aller explorer, heu, des des profondeurs des blessures, de mes blessures pour pouvoir, comprendre, transformer, accepter, renouer avec un espace de sécurité intérieure pour, bah, justement, je dirais dissoudre ces schémas,
qui sont, répétitifs et qui, sont, je dirais, vraiment des poisons pour nos vies. Donc je vais te le dire d'un point de vue de mon expérience d'alchimiste et aussi de chamane, sur cette question-là. Hem, il y a une fausse croyance qui est très, très puissante dans notre société, qui vient probablement de notre paradigme religieux, qui est comme une espèce de punition, comme si les événements qui ne fonctionnent pas comme on le souhaiterait, avec de la fluidité, avec du naturel, rencontrer une personne avec lequel c'est cool quoi, on se sent en sécurité, on peut se nourrir l'un l'autre, on peut s'épanouir l'un l'autre. Et ben, ça marche pas comme ça et ça marche pas comme ça et souvent on croit qu'il y a une espèce de ouais, de punition ou de dogme intérieur, qui fait référence à, peut-être du karmique, c'est-à-dire des choses qu'on a fait dans d'autres vies qui, auraient une influence sur cette vie parce qu'on va payer quelque chose. De mon point de vue, c'est pas du tout comme ça que j'ai expérimenté les choses. Je crois que la vie et le vivant cherchent à remettre de l'harmonie là où il y a du chaos. Ça, c'est la base, je dirais aussi, très vision chamanique. Et quand on a des schémas qui se répètent, c'est-à-dire des situations qui se OK, répètent. donc en fait mmh Tu veux que je continue ou tu veux me poser une question? Oui, 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 je veux bien Oui. que tu continues. Quand on a des schémas qui se répètent, c'est que la vie cherche à éclairer, des justement des, disharmonies en soi. C'est-à-dire, je prends un exemple très concret, on a une relation avec une personne qui fait qu'on ressent, le sentiment de rejet, heu, ou, heu, ou, on va prendre celui-là, par exemple, le sentiment de rejet. Eh bien, en fait, si c'est pas tant la personne, c'est-à-dire la personne, on l'a choisie. C'est-à-dire quand on la rencontre, quand on vit quelque chose avec lui, c'est que quelque part, une part de nous a choisi d'être en interaction avec cette personne. Et cette personne qu'on choisit en termes, on pourrait dire, plus d'un plan de sa structure, fait écho à notre propre structure intérieure. Donc ça veut dire qu'on a des blessures, comme la blessure de rejet, qui est déjà installée et qui va faire qu'on va rencontrer cette personne qui va, on dit toujours, appuyer sur la blessure, c'est-à-dire mettre en lumière par son attitude qu'il y a cette signature énergétique du rejet, donc en soi. Et après, l'exploration, ça va être, mais qu'est-ce que je rejette chez moi? Qu'est-ce que je n'accueille pas suffisamment? Ou qu'est-ce que dans mon mental, dans mon système de croyances, je juge? Donc si je juge, je mets en séparation et je rejette quelque chose. Je rejette un bien pour un mal. Je rejette ce que je crois être la vérité pour ce que je crois être, quelque chose qui est, pas dans mes valeurs, je crois, et cetera. Donc, c'est un peu ça le schéma répétitif pour moi. C'est pas malsain, au contraire, c'est le vivant en soi qui cherche à rééquilibrer quelque chose qui est contracté et qui n'est pas encore éclairé pour une réintégration. Et alors du coup, comment ça se fait que, par exemple, on a beau savoir qu'on répète les mêmes choses, on n'arrive pas à se dépatouiller et on va dire que c'est plus fort que nous, comme tu parlais d'un peu de ça, et on est toujours dans des histoires, qui nous font souffrir en fait, malgré le fait que, on ait conscience. Ouais, ça c'est vraiment important parce que la conscience n'est qu'une part de nous. On peut être tout à fait conscient de son histoire, c'est ce qui se passe par exemple en psychologie, hein. Les personnes vont voir un psychologue, racontent leur histoire, connaissent par cœur leur histoire, savent même la cause de et l'effet que produit, cette cause. Heu
et pour autant, rien ne change. Parce qu'en fait, il y a plusieurs dimensions à notre être. Il y a une dimension du corps qu'on oublie souvent et je crois que toi, tu abordes quand même beaucoup, la théorie polyvagale que j'ai enseignée aussi et cetera. Donc la théorie de l'attachement, c'est-à-dire cette manière que le corps, lui, a de mémoriser, des, mémoires de souffrance. C'est-à-dire, on peut très bien se dire, «J'ai la Ouais. blessure d'abandon», mais je le sais, je vois très bien d'où ça vient, de ma mère, de mon père, de mon histoire, de mon enfance, de et cetera et cetera. Mais néanmoins, cette blessure-là, eh bien, elle n'est pas cicatrisée pour autant. Pourquoi? Parce que c'est on pourrait dire ces informations, si on parle en quantique, ou ces informations, eh bien, elles sont aussi stockées dans le corps. Par exemple, si tu as un nerf vague qui est resté bloqué en survie par rapport à une histoire que tu as vécue de grande souffrance par rapport, à une relation de couple, par exemple, tu vas avoir beau comprendre l'histoire, mettre du sens sur l'histoire, voir quelle est la part que tu as, impliquée, quelle est la part que l'autre a impliquée, faire ton travail à l'intérieur. Si au niveau de ton corps physique, tu n'as pas réinformé ton nerf vague que maintenant tu es en sécurité, que tu peux gérer les choses, que tu peux dire oui, que tu peux dire non, que tu sais te respecter, que tu sais comment, mettre tes limites, eh bien, en fait, le nerf vague, il reste bloqué en survie. Ça, c'est une première chose. Donc ça, c'est le corps et on a en thérapie, je dirais en art du toucher, je l'appelle comme ça parce que c'est un art pour moi, qui peut faire appel aussi à la médecine chinoise, par exemple, avec les circuits énergétiques, du corps, plus que totalement physique. Parce que le corps émotionnel, par exemple, dans notre structure, c'est un corps subtil, c'est un corps d'énergie, c'est pas, c'est pas que ce corps d'énergie, il peut être imprégné, cristallisé, et il va se symptomatiser il va se manifester dans certaines parties de notre corps. Donc ça va être quelque chose, par exemple, que j'ai pas digéré, ben, je vais avoir toujours mal au ventre. Ça va être quelque chose que je n'arrive pas à lâcher, ben, je vais avoir ma mâchoire extrêmement tendue parce qu'il faut que je tienne bon parce que mon histoire me raconte que si je serre pas les dents ou que je montre pas les dents, et ben à un moment donné, je vais me faire bouffer. Ça peut être, tu vois? Et donc ça reste dans le corps. Et tant qu'on nettoie pas le corps, et ben la signature énergétique reste en fait allumée et surtout le système de survie reste allumé. Et donc on reproduit malgré tout les choses, bien qu'on en ait conscience. C'est-à-dire, c'est comme une alerte. C'est comme une alerte de attention, là il y a du danger, tu vas encore te faire avoir, par exemple. Tu vas encore te faire utiliser, tu vas encore être déçu, attention. Donc, le système de survie, bam, il bloque et il dit non, je vais pas faire cette expérience. Donc, tout va se mettre en place pour se saboter ou saboter la relation par danger de souffrir encore. Ça, c'est un des aspects. Et alors comment on guérit ces blessures finalement? Comment on guérit ces blessures? Déjà, la première chose, c'est en prendre conscience, comme tu le sais. Tant que D'accord. t'es pas conscient de tes blessures, ça marche pas. Tant qu'on croit que c'est toujours l'autre, ça marche pas. On peut pas guérir. Donc, Mmh. guérir, c'est revenir à soi, mettre de la lumière sur ce qui est inconfortable et c'est pas la partie la plus, facile. Vraiment changer de paradigme, de penser dans le sens de la vie et les expériences sont là pour me permettre à nouveau de réinvestir ma couronne, ma souveraineté, mon pouvoir, de création, de bonheur, de joie, de rencontrer justement les personnes qui me nourrissent, mais aussi de nourrir, de contribuer à ce qu'une personne puisse s'épanouir, une personne, une famille, peu importe. Donc ça, c'est déjà 2 choses très, très importantes. La mettre de la lumière, changer de paradigme, c'est-à-dire mettre de l'amour. Si on met pas de la lumière et de l'amour, déjà, on peut pas guérir. La lumière permet d'aller voir l'ombre, d'aller voir ce qu'il y a dans l'ombre. Donc ça, c'est important. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, qui est l'imagination. Pour moi, la guérison, d'ailleurs, je vais vraiment dire quelque chose qui est important pour moi. Il y a tous les grands guérisseurs de ce monde, qu'on appelle guérisseurs, thérapeutes, peu importe, chamans,
ne guérissent pas. Il y a personne qui guérit quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est clair et net. Les personnes peuvent être les personnes qui proposent la guérison, ce sont des personnes qui, sont des facilitateurs et qui permettent à l'autre, à l'environnement, je veux dire qui travaillent sur l'environnement, donc ça veut dire la conscience, l'interaction avec les autres, et cetera, pour que le principe du vivant d'auto-guérison se manifeste. Ça, c'est important. Donc, on s'auto-guérit. On peut jamais attendre de quelqu'un de l'extérieur qui nous guérisse. Par contre, la personne qui accompagne, comme tu le fais, comme je le fais, est là pour justement permettre de mettre de la lumière à des endroits où la personne ne peut pas toute seule mettre de la lumière. Et c'est très important. Parce que tout seul, le travail, il est vraiment extrêmement difficile. À part se prendre des murs, encore des murs, encore des murs, et avoir une conscience qui permet de voir le pansement des murs, l'autre est important dans l'accompagnement.